Comment prendre conscience de son ego et de son être? Pour prendre conscience de son ego, il faut avant tout savoir de quoi l'on parle. Notre ego est une identité. Il est ce pourquoi nous nous prenons, il est notre personnage. L'ego est omniprésent. Il est là tout le temps et prend plus ou moins de place au sein de notre conscience. Il est difficile de faire sans lui car nous croyons à tort qu'il est nous. Et nous ne savons pas faire la différence entre nous et lui. Se raconter des histoires, l'ego est de l'ordre du mental. Il est les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et les autres, ou encore la vie et auxquelles nous croyons. Plus nous avons d'histoires en nous qui tournent en boucle, et plus notre ego prend de la place. L'ego porte également le nom de personnage, un personnage auquel nous nous identifions, nous sommes lui. Par exemple, l'ego est la partie de nous qui sait ou croit savoir. C'est lui qui juge et se juge. C'est lui aussi qui critique et se critique, ou encore qui estime le possible de l'impossible, ou prévaut les bonnes ou les mauvaises manières de faire. C'est lui qui culpabilise et fait culpabiliser. C'est lui qui est fermé, qui a peur, qui se défend, qui doute. Bref, c'est la partie de nous qui a toujours une histoire à nous raconter, qui a une opinion sur nous. Le reconnaissez-vous? Qui sommes-nous en réalité? L'être, la présence. L'être est le vrai nous, celui qui inclut toutes les autres parties de nous-mêmes. Contrairement à l'ego, l'être est accessible dans le présent, il est donc là tout le temps. Seul notre ego et notre non-présence nous empêchent de le voir ou de nous y connecter. L'être n'a pas de mécanisme de défense, il est point. Face à une situation, il n'est pas en réaction, il fait l'expérience de la dite situation. Ne la juge pas et agit ou pas dans le respect de lui-même. Il cherche à observer, comprendre et intégrer les expériences pour grandir davantage. L'être est difficilement descriptible car il ne se trouve pas dans le faire, mais dans l'être. Seul, vous savez si vous êtes présent à ce que vous faites, à ce que vous êtes véritablement. Avec la description d'un ego, vous pouvez déjà avoir une bonne idée de là où vous vous trouvez la plupart du temps. Reste à chacun d'entre nous de faire de notre mieux, en âme et conscience pour être heureux, heureuse. Nous sommes constitués de 4 plans de conscience. Le mental, c'est notre logique, notre raisonnement, notre compréhension. Ce plan est indispensable pour vivre sur la planète Terre. C'est grâce à lui qu'il y a une continuité dans notre raisonnement. C'est aussi lui qui nous permet de nous faire comprendre. Le corps, il est notre véhicule terrestre. C'est grâce et au travers de lui que nous faisons les expériences. Nos 5 sens, le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Il est de ce point de vue un fidèle serviteur, toujours là pour nous si nous en prenons soin. Il nous protège et nous prévient également en nous avertissant par des sensations et douleurs corporelles. On dit que le corps parle, c'est une vérité à écouter sérieusement. Les malaises et les maladies ne sont pas des coïncidences ou des hasards très loin de là. L'émotionnel, c'est un des plus importants. C'est notre guide, notre ressenti. C'est ce qui fait que nous faisons les choses ou non. Je le sens ou je ne le sens pas. Peut-être avez-vous remarqué, lorsque vous ne sentez pas les choses et que vous les faites malgré tout, le résultat va sans dire. Je ne parle pas d'un a priori, mais d'un vrai ressenti. Le bonheur est une émotion, vous pouvez donc en déduire l'importance cruciale
de savoir reconnaître ses émotions pour apprendre à les installer chaque jour. C'est fondamental pour notre épanouissement. Le spirituel, c'est le sens que l'on donne aux choses et à la vie. Soit vous êtes là pour vous lever, aller travailler, manger et retourner vous coucher, soit vous réalisez qu'il y a autre chose, un sens plus profond de votre existence. Vos actions de tous les jours sont donc mises à profit de cette vocation, aussi bien personnelle que professionnelle. La vie prend tout son sens, elle vous remplit, vous rend heureux, heureuse et vous épanouit. L'ego est donc une infime partie de nous-mêmes. Importante, certes, mais profondément insuffisante pour atteindre l'épanouissement. Les personnes heureuses en ont conscience et travaillent sur ces 4 plans de conscience de la nature humaine. C'est un chemin épanouissant de jour en jour, le sens sûrement de notre vie. Bricolage intellectuel, le reste du bricolage intellectuel. Donc, plus nous sommes dans le personnage mental uniquement, notre ego, et moins nous sommes véritablement libres et heureux, car nous réagissons et non agissons en fonction de paramètres limités et incomplets. Plus que par réelle présence à la totalité de nous-mêmes. C'est un mode automatique qui substitue au vrai nous. Autrement dit, là où nous devrions être et agir de manière détachée et en conscience, nous sommes, par l'ego, en mode automatique, réactif et principalement inconscient. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à savoir pourquoi nous agissons de telle ou de telle façon. Nous considérons cela comme normal, faisant partie de nous-mêmes et qui plus est, que nous justifions. Je suis comme ça. Moi, je sais ce qu'il me faut. En fait, nous sommes alors identifiés à notre personnage. Nous nous prenons pour lui et faisons preuve d'une grande fermeture à tout ce qui n'est pas nous, de notre point de vue. Dans cet état, nous ne sommes pas franchement libres puisque dépendants de cette façon unique et automatique de faire. Comment? La naissance de notre ego. Avoir un ego est normal, il serait pleinement constitué dès l'âge de 7 ans. Cela est donc logique, incontournable, et là n'est pas le souci. Le souci vient de notre identification à lui et non à sa présence. La véritable problématique est de se prendre pour lui et de ne pas pouvoir s'en défaire. Le souci, c'est de penser être une personne et de la défendre. Notre ego se constitue donc progressivement dès notre plus jeune âge, puis tout au long de notre vie par notre éducation parentale et scolaire, nos propres expériences qui font nos réussites et nos non-réussites, notre environnement social, professionnel, que l'on appelle aussi inconscient collectif, qui exige de nous des codes et des us et coutumes, en somme, d'une bonne manière de faire. Nos blessures acquises, ancestrales ou créées, d'expériences douloureuses vécues et dont le deuil n'est pas fait, notre sensibilité personnelle, nos peurs rationnelles ou irrationnelles, etc. Tous ces éléments influencent notre manière de penser, de faire et d'agir. Nous croyons à des choses, vraies ou pas, puis, couche après couche, elles forment une identité, notre ego. Il se manifeste de manière spontanée et involontaire. C'est un mode automatique, presque indépendant et autonome. Pourquoi? L'identification à son ego mental. Ainsi donc, l'ego, le mental, naît pour se construire. Il se consolide par des couches successives d'expériences jugées et non remises en cause. Certaines de ces expériences sont de notre fait, tandis que d'autres nous sont transmises ou inculquées généreusement et gracieusement. Par exemple, dans le premier cas,
Certaines de nos expériences sont générées des conséquences que nous avons jugées en fonction de leur gravité, bonne ou mauvaise, puis étiquetées. C'est-à-dire que nous pensons à présent que certaines choses sont bonnes pour nous et que d'autres non. Dans l'absolu, cela pourrait être vrai, sauf que cette affirmation ne l'est que depuis un seul et unique point de vue, le nôtre. Cette même expérience vécue par une autre personne aurait pu avoir une toute autre interprétation. De plus, cette expérience vécue à un instant T aurait pu être perçue différemment à un autre instant T. Les expériences sont ce que nous voulons en faire. C'est de notre pouvoir de faire d'une situation un désastre ou une opportunité. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Pessimiste ou optimiste. Ceci est la preuve irréfutable qu'une partie de nous juge, étiquette et surtout généralise. La généralisation donne naissance à des a priori, une idée que l'on se fait des choses similaires à ce qu'on a vécu. Sans expérience personnelle, il ne reste que l'idée reçue. C'est mettre les choses ou les gens dans des boîtes, c'est limitant et enfermant. Dans le second cas, l'expérience jugée n'a pas été vécue, c'est un a priori, une idée reçue. C'est-à-dire que notre personnage anticipe et invente le scénario le plus probable de son point de vue. Pour ce faire, il se base sur la pensée majoritaire, l'idée la plus répandue, ce que font la plupart des personnes ou ce qui serait bien de faire, etc. La situation n'aura donc pas été testée et pourtant celle-ci est étiquetée, jugée et rangée. On agit sans savoir, on parle sans connaître. C'est du mental, du non-fondé, bref, de la bricole. Aussi, plus ces idées reçues, a priori et préjugés sont nombreux, et ils le sont, et plus nous sommes dans une pensée unique, donc nous sommes sûrs et que nous ne voulons surtout pas remettre en cause. Plus la certitude est grande et plus son inverse est possible. C'est ainsi que naît l'ego, par cette multitude d'opinions, fondées ou non, auxquelles nous nous croyons. Croyance après croyance, ces couches forment un personnage excluant ou rejetant tout ce qu'il ne pense pas être ou tout ce qui ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de lui. C'est notre ego. Se prendre pour son ego est avant tout inconscient, mais reconnaissable par la souffrance et les schémas de répétition qu'il génère à celui qui le vit. Il est également à l'origine des conflits interpersonnels et empêche la paix intérieure. La véritable liberté, puis le bonheur, passe par cette désidentification de nous-mêmes. Pour être épanoui et heureux, arrêtez de se prendre pour quelqu'un ou quelque chose et ainsi laisser place à ce que nous sommes vraiment. L'être, la désidentification passe par 3 étapes, l'auto-observation, la pleine acceptation et la présence. Si votre vie vous convient parfaitement et si vous vous sentez heureux, heureuse, rien ne sert de chercher des poux là où il n'y en a pas. Continuez comme vous le faites. Ce passage de désidentification est compliqué. Nos repères ne sont plus, c'est de l'inconnu. Nous sortons de notre zone de confort et de nos habitudes. C'est de la remise en question, une nouvelle ouverture. Notre ego en a horreur, donc désagréable et perturbant, même si au fond de nous, nous en connaissons les bienfaits. Beaucoup, surtout les personnes isolées, s'arrêtent devant le changement. Courage, ce n'est qu'un passage et le bonheur se trouve juste derrière. Le fonctionnement de l'ego. Le mental et l'ego sont facilement reconnaissables. Ils sont dans le jugement de ce qui est, c'est-à-dire que le présent
les insatisfaits et ils cherchent ailleurs ce qui pourrait les contenter. Une autre piste, notre mental a toujours quelque chose à redire sur le passé ou le futur. La plupart du temps, le passé est utilisé pour se plaindre ou pour justifier du présent actuel. Avec tout ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais eu de chance, c'est la faute d'eux. Le futur lui prend souvent la forme de projection, soit d'un avenir incertain et angoissant, si vous êtes du genre pessimiste, c'est la crise, c'est pas facile, il faut pas rêver, soit d'un avenir meilleur dans lequel vous serez heureux, heureuse plus tard. Si vous êtes dans une de ces deux configurations, vous n'êtes donc pas dans le présent, vous êtes alors dans votre mental et vous n'êtes pas épanoui. Revenez dans l'ici, maintenant. Le passé, c'est fini, il ne sera plus jamais. Avez-vous un avantage à ruminer inlassablement? À quoi cela sert-il de rabâcher cette souffrance d'antan? Êtes-vous véritablement plus heureux, heureuse avec? Dans quelle proportion vous ne voulez pas le lâcher? Pour notre ego, le passé est notre identité. Il nous permet de nous justifier sur ce que nous sommes devenus ou sur ce que nous vivons. Il est donc facilement compréhensible que dans certains cas, nous ne voulions pas le lâcher. Comment pourrions-nous nous justifier notre vie sans cela? Présent, passé, futur, sans ce travail de deuil du passé, celui-ci se répète sous la forme d'émotions similaires. Souvent, les personnages cessent de vivre dans le passé lorsqu'elles en ont vraiment marre de souffrir d'une chose qui n'est plus et qu'elles font le choix d'être heureuses. Sans ce choix, la déprime lancinante est omniprésente. Pour dépasser ce cap, j'utilise personnellement l'accompagnement et la méditation pour accueillir et ressentir. Cet acte de paix me permet d'accepter ce qui est, faire la paix et pouvoir vivre au présent. Même si bien sûr je n'y arrive pas aussi bien que je le voudrais. Le futur, on ne sait pas. Le futur est une projection, une supposition créée par notre mental. Personne ne sait ce qui va lui arriver demain ou dans la seconde. On en a une idée bien sûr, on se doute de ce qui va se passer, mais fondamentalement, on n'en sait rien. Et ça, pour le mental, notre ego, c'est insupportable. Il veut savoir, contrôler et maîtriser, c'est son job. Le bonheur ne se trouve pas dans le futur, il se trouve dans le présent. Le bonheur est la capacité à vivre le moment présent. Si vous êtes dans le futur, le bonheur est inaccessible. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet, bien au contraire. Sans projet, sans rêve, sans but à atteindre, la vie n'a pas de sens. Mais ces projets se construisent depuis notre présent. Ce sont nos actions présentes de tous les jours qui façonnent notre futur. Donc oui, avoir des projets pour le futur et mettre dans le présent les actions concrètes correspondent à ce futur. Vous êtes donc ici et non ailleurs. Le futur n'est ni envisageable ni inquiétant. Le futur se crée de jour en jour, de seconde en seconde, d'instant en instant, depuis maintenant. Le présent, c'est aussi lâcher sur ce que nous ne maîtrisons pas. Conflit interpersonnel. Notre ego se manifeste également dans nos relations interpersonnelles. Puisque nous nous prenons pour quelqu'un, nous avons une identité et une image à défendre. C'est le règne du pouvoir et du rang social. On arrive même à tomber dans les clichés de réussite de la vie basée sur des conditions de vie, de la domination. La vie prend des allures de lutte contre l'humanité. Il faut être bon et le rester, au risque de rater sa vie. Nous sommes à ce stade bien loin du bonheur et de l'épanouissement recherché. Notre ego, lui, est à 200%. Notre mental est là en permanence et c'est normal.
qu'il ait le contrôle sur nous tout le temps est beaucoup plus gênant. Il est important de l'observer et de le reconnaître, car c'est également la seule solution pour en sortir. Cela est difficile car c'est notre façon d'être et de faire depuis tout temps. L'ego ne fait hélas pas partie du programme scolaire pour le moment. Il nous appartient à chacun de l'apprendre. Le bonheur, c'est être libre de ses schémas inconscients, libre de ses réactions émotionnelles. Notre éveil et notre épanouissement en dépendent. Aussi, pour savoir véritablement qui nous sommes, il faut aller au-delà de notre personnalité, de notre ego ou de notre mental. Il faut aller dans notre être, dans notre âme. L'idée n'est pas de choisir entre l'ego et l'être, mais de reconnaître et mesurer la proportion de chacun d'entre eux en nous. Conclusion. L'ego est une identité. Il représente le faire, le passé et le futur. Il est également à la source des conflits interpersonnels, des peurs et de la résistance à la vie, la non-résilience. L'être est dans le présent, il est là tout le temps, c'est notre vrai nous qui inclut les 4 plans de notre conscience. Le corps, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Nous sommes ces 4 éléments et non un simple mental ou ego. Qu'en pensez-vous? La parole est à vous. Quel plan de conscience vous reste-t-il à travailler? Avez-vous certaines certitudes inconditionnelles sur vous ou sur la vie? Avez-vous l'impression d'être en mode automatique certaines fois et ne rien pouvoir y faire?